On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, 11 personnes interpellées pour trafic international de cocaïne entre le Suriname, l'Hexagone via la Guyane. Les suspects ont été mis en détention provisoire en Martinique. Madivial, dans la tourmente des suspicions de malversation au sein de la filière viande, le procureur de la République a confirmé l'ouverture d'une enquête judiciaire depuis le 11 juillet dernier. Les communes du sud de la Martinique, également concernées par l'état de calamité agricole suite au passage de l'ouragan Maria, les agriculteurs ont jusqu'au 20 décembre pour déposer leur demande d'indemnisation. Et puis on peut parler de succès commercial pour l'opération Black Friday. Des milliers de personnes ont pris d'assaut les centres commerciaux pour profiter de cette opération promotionnelle. Nous reviendrons sur l'origine de cet événement. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Pendant un an, ils auraient amassé au moins 600 000 €. 11 personnes ont été interpellées le 14 novembre dernier dans le cadre d'une enquête pour trafic international de drogue entre le Suriname, la Guyane et la France hexagonale. Une cellule très organisée qui disposait d'appareils sophistiqués, vous allez le voir, pour confectionner des boulettes de cocaïne. Ils ont été placés en détention provisoire à la prison de Ducos. On fait le point avec ce reportage de Sabrina Doré et de Guillaume Bacoul. Un outil élaboré en forme de cylindre pour fabriquer des ovules de cocaïne. La saisie des enquêteurs est une première et pour la justice, une preuve que les trafiquants sont organisés. Le réseau a été identifié dès 2016 avec un circuit au départ du Suriname vers la Guyane puis l'Hexagone. L'opération de démantèlement a eu lieu les 14 et 15 novembre dernier. 11 personnes âgées de 21 à 41 ans ont été interpellées. Les réussites dans l'affaire qui a été réalisée la semaine dernière, c'est à la fois le niveau de répression. Donc on a 11 personnes qui sont interpellées et qui vont aller en prison. Il y aura des saisies d'avoirs criminels, sans doute d'autres personnes à interpeller aussi dans le cadre de l'enquête. Un des gros avantages aussi, c'est qu'on a donc une vision claire de la structure. On a identifié clairement les rôles des uns et des autres, depuis la mule, le recruteur, celui qui achemine la cocaïne depuis le Suriname vers la Guyane, les prête-noms qui vont encaisser des mandats cash pour le retour de l'argent depuis la métropole jusqu'en Guyane, ceux qui sont à la réception de la cocaïne également en métropole et qui les acheminent dans différentes villes. Donc on a une vision claire de qui fait quoi, ce qui nous permettra d'analyser les structures pour le futur et de taper d'autres équipes. Le trafic a duré au moins 2 ans. Les mules de ce réseau touchaient entre 3 et 5 000 € par voyage. L'enquête a été dirigée depuis la Martinique. Le tribunal de grande instance de Fort-de-France a une compétence particulière puisqu'elle a une compétence interrégionale, puisqu'elle intervient non seulement pour la Martinique, mais également pour tout ce qui est criminalité organisée. Elle intervient également en Guadeloupe d'une part, mais également en Guyane. Et en l'occurrence, c'est à ce titre-là que cette opération a été menée sous l'égide d'un juge d'instruction de la JIRS de Fort-de-France. Les trafics impliquant des mules sont de plus en plus courants. 371 ont été interceptés en 2016 contre 183 en 2014. 2 nouvelles enquêtes sont en cours pour des trafics similaires. Justice toujours, une enquête judiciaire a bien été ouverte pour suspicion de pratiques irrégulières au sein de Madivial, la coopérative agricole de la filière viande en Martinique. Information confirmée ce matin par le procureur de la République. Depuis le 10 juillet dernier, des enquêteurs spécialisés travaillent sur ce dossier pour des abus de confiance, détournement de fonds publics, escroquerie en bande organisée et faux et usage de faux. Les précisions de Marie Tricot, Sabrina Doré et Guillaume Bacoul.
En février dernier, il avait déjà pris la parole à la CTM lors de la conférence de presse organisée par Alfred Marie-Jeanne pour alerter sur les détournements présumés orchestrés par Madivial. David Jarin, un éleveur de lapins et ancien administrateur de la coopérative incriminée. C'est également lui qui, le 11 avril 2017, écrit au procureur de la République. Dans ce courrier que nous nous sommes procurés, l'éleveur décrit un système de revente par Madivial de volailles et de porcs en surproduction. La marchandise était écoulée à prix défiant toute concurrence à une société agroalimentaire de la place. Cette dernière rétribuait alors certains administrateurs et cadres de Madivial en espèces ou par chèque. L'auteur du courrier aurait lui-même perçu l'une de ces supposées rétrocommissions, un chèque de 4 000 € dont il joint une copie au dossier. La lettre explique aussi en substance que dans ce système, des fonds du POSEI auraient été détournés via la MIV au profit de membres de Madivial, notamment en falsifiant les quantités réelles de viande vendue et en pratiquant du déstockage à coût de subvention. C'est donc sur la base de cette lettre de dénonciation que le procureur a finalement décidé de diligenter une enquête. Au début de l'année, il m'avait été dénoncé ce qui était appelé des malversations, mais sans que l'on me donne des précisions sur les différentes malversations, de sorte que je n'avais aucune matière me permettant d'ouvrir une enquête. Or, les choses ont changé puisque au mois de juin, j'ai été rendu destinataire d'un courrier qui, quant à lui, était beaucoup plus précis. Il dénonçait des faits très précis, des faits, en l'occurrence, qui peuvent recevoir une qualification correctionnelle et qui seraient réalisés au sein de cette filière viande ici en Martinique. Et c'est dans ces conditions-là que, pour le coup, j'ai décidé d'ouvrir une enquête sur le fondement de ce qui m'était ainsi dénoncé. Enquête que j'ai confiée au Service national des douanes judiciaires, qui est un service qui est spécialisé dans le traitement de ce type de dossier. La procédure porte sur des faits d'abus de confiance, d'escroquerie en bande organisée, de faux et d'usage de faux, et de détournement de fonds publics. Affaire à suivre. Et une autre enquête ouverte par le parquet de Fort-de-France suite à la disparition de Aude Jean-Alexis, une jeune femme de 21 ans, vous le voyez à l'écran. Elle n'a pas donné signe de vie depuis le 15 novembre dernier, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail au Lamentin. Une information judiciaire a donc été ouverte pour disparition inquiétante. Les investigations sont dirigées par un juge. Agriculture maintenant avec cette bonne nouvelle, je vous le disais, pour les agriculteurs du sud de la Martinique, ils pourront demander des indemnisations suite au passage de l'ouragan Maria. Jusqu'à présent, seules des communes du nord étaient inscrites sur la liste concernée par les calamités agricoles. Il reste maintenant à instruire les demandes. Le reportage de Sabrina Doré et de Guillaume Bacoul. Contrairement aux apparences, la totalité de ces bananiers était à terre il y a encore 2 mois. Au lendemain du passage de l'ouragan Maria, Francis Emonide, le propriétaire, a dû retrousser ses manches. En redressant ce qui n'avait pas été complètement sectionné, il a pu sauver 50% de son exploitation. Tout le monde pense que quand on reçoit des indemnisations après cyclone, on pense qu'on va mettre l'argent dans nos poches. Mais vous savez, quand on met en place une plantation de bananes, il faut investir. Donc on reçoit l'argent, les fonds, on emprunte de l'argent en fait, pour mettre en place une nouvelle parcelle de bananes. Donc c'est des sous qu'on doit déjà. Donc on a indemnisé, c'est pour, quand on reçoit de l'aide, c'est pour combler le manque à gagner. Depuis ce mercredi 22 novembre, le François, commune de son exploitation, a été rajouté à la liste des communes éligibles aux déclarations de dommages agricoles. Un premier arrêté préfectoral ne retenait que 16 communes partant du centre de l'île jusqu'au nord. Suite à la mobilisation des agriculteurs du sud, 7 communes supplémentaires ont été rajoutées. Aujourd'hui, l'heure est au montage de dossiers. C'est des dossiers qui sont relativement techniques et complexes, où il faut énormément d'informations. Il y a aussi un certain nombre de pièces à joindre, les avis d'imposition, donc les bilans, donc c'est des dossiers complets, beaucoup d'informations. Donc là, les équipes de Banamart sont mobilisées donc depuis cette semaine, et elles le seront donc dans les semaines qui viennent pour accompagner les 370 producteurs dans ce processus de déclaration de leur perte de fonds et de leur perte de récolte. Un accompagnement dont ne bénéficient pas les agriculteurs non affiliés à une fédération. Si la Chambre d'agriculture peut aider à monter les dossiers, la charge de paperasse à fournir en dissuade plus d'un. On le demande quelquefois pour certains investissements comme des traces, d'avoir 2 factures pour format ou et donc ils sont perdus parce que bon, quand il va chercher des factures pour format, on les fait payer ces factures-là, c'est de vie.
quelquefois 150 € pour un devis, et donc l'agriculteur qui n'a pas de moyens, il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Et donc ça commence effectivement à devenir problématique pour des agriculteurs. La déclaration de dommages agricoles peut être récupérée au siège des organisations professionnelles agricoles ou sur le site internet de la DAF. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 20 décembre prochain. Et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, doit arriver en ce moment même en Martinique après un séjour en Guadeloupe où la question des quotas remis a été abordée. Vous le savez, les Antilles sont autorisées à augmenter leurs exportations par la Commission européenne. Le hic, qui de la Martinique ou de la Guadeloupe doit en bénéficier? Le gouvernement, pour le moment, n'a pas tranché. Les précisions de Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, était très attendu sur la question du contingent supplémentaire accordé par Bruxelles. Alors que pour la Guyane et la Réunion, les choses sont claires, la Guadeloupe et la Martinique se disputent l'attribution de 2200 hectolitres d'alcool pur. En sachant que cette usine de Galion en Martinique, aujourd'hui, n'arrive pas à produire son contingent actuel et que ce contingent est produit en partie en Guadeloupe. Donc la Guadeloupe travaille à façon pour le Galion pour produire son contingent. Or, le Galion, avec l'augmentation des 20%, aurait obtenu 2200 hectolitres d'alcool pur supplémentaires. Et ce que nous demandions, c'est que ces 2200 hectolitres soient affectés au rhum agricole de Guadeloupe. Ce qui nous sépare aujourd'hui avec les Martiniquais, c'est 2200 hectolitres d'alcool pur sur 144 000, ce qui nous semble un enjeu relativement, je dirais, faible. Et en sachant que ce contingent, normalement, encore une fois, doit refléter une réalité économique. C'est pas un contingent patrimonial. Les Guadeloupéens, s'estimant dans leur bon droit, espèrent que le gouvernement français va trancher. Stéphane Travert répond que c'est aux professionnels de se mettre d'accord. Nous devons aujourd'hui faire en sorte que l'interprofession puisse faire des propositions. Faire des propositions pour trouver le meilleur moyen de répartir ce contingent dans l'intérêt de l'ensemble des producteurs et dans l'intérêt des deux territoires. Et c'est le rôle de l'interprofession. Et c'est pourquoi, avec le gouvernement, dans le cadre des États généraux, nous avons fait en sorte que nous puissions travailler sur des plans de filières. Parce que les filières, c'est quoi? C'est qu'à un moment, c'est l'amont et l'aval qui se retrouvent pour formuler des propositions, pour déterminer ensemble sur quel type de marché nous allons aller. La visite de la distillerie a permis également de faire le point sur la filière canne-sucre-rhum, non seulement sur le retard des aides à la replantation, mais aussi sur la fin des quotas sucriers. L'aide de 2014 n'a jamais été soldée, 2015 pas payée, et donc nous avons un souci d'instruction de dossier. Ils ont changé la façon de faire, qui prend plus de temps. Ce sont des dossiers actuellement qui sont individuels et nous faisons des dossiers collectifs. Concernant les quotas de sucre, là, ce sera plutôt sur les sucres spéciaux. Actuellement, il y a de grosses discussions avec la DG Trésor et puis l'Union européenne pour pouvoir encore protéger ces sucres spéciaux pour qu'on puisse y avoir accès. C'est constituer des interprofessions qui soient fortes pour porter des véritables projets et aller chercher les voies de progrès pour pouvoir continuer à travailler et répondre aux défis que sont ceux de la concurrence internationale sur un produit comme celui-là. Et aujourd'hui, Caraïbes, Guadeloupe et Martinique ont tout intérêt à travailler parce que il y a une qualité. Lors de cette visite, le ministre de l'Agriculture a pu se rendre compte des dégâts causés par les cyclones et des difficultés des agriculteurs à faire redémarrer les productions. En bref, le syndicat CDMT de la CTM demande une médiation dans le dossier du parc naturel de Martinique. Pour rappel, une grève secoue l'institution depuis 45 jours en raison de graves difficultés liées au management. Un courrier a été envoyé en ce sens au préfet par le secrétaire du syndicat. Une journée de bonnes affaires pour les consommateurs, le Black Friday, vendredi noir en français. Depuis 3 ans maintenant, la Martinique participe à cette opération commerciale venue des États-Unis. Et ce matin, vous le verrez, les allées des centres commerciaux étaient bien remplies. Le reportage de Louis Régis. Ils n'ont que 2 mots sur les lèvres aujourd'hui. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday, un concept tout droit venu des États-Unis. Le dernier vendredi du mois de novembre où les prix sont cassés. Moins 60% ce matin à 6 h, puis 40%, puis 20% de réduction sur tout le magasin. Le moment des bonnes affaires. Depuis ce matin, j'ai eu des robes pour 10 €.
que j'achète d'habitude à 50 €, 60 €. J'ai pu bénéficier des moins 40%. Apparemment, ce matin, il y avait moins 60. Il fallait être à l'heure. Là, je n'étais pas à l'heure. Mais il y a toujours des bonnes affaires à faire, oui. C'est pas aussi intéressant que ce qu'on peut trouver à l'étranger, mais l'initiative est là, donc je trouve ça intéressant. Dans cette boutique de sport, il a fallu contenir la foule à l'ouverture des rideaux. La deuxième édition de la Black Friday est un succès. Devant les caisses, la file d'attente s'étend sur plusieurs mètres. Surprise un petit peu, oui, même si on annonçait quand même des grosses remises allant jusqu'à moins 60% dès 6 h du matin. Ça demande un peu de travail, beaucoup d'organisation, de la sécurité aussi, mais ça vaut le coup. Une fois dans l'année, ça vaut quand même le coup d'offrir pas mal de promotions aux personnes. Dans cette autre enseigne, on se frotte également les mains. Ce fameux vendredi a drainé les foules. Les remises sont seulement de 20%, mais les responsables envisagent des baisses plus conséquentes pour les prochaines éditions. Qui sait, les choses évoluent, les gens bougent, le commerce bouge, et donc il va falloir peut-être que nous bougeons sur certains articles. Mais enfin, nous pouvons peut-être proposer à l'avenir, nous proposerons sur certaines collections précises, nous proposerons peut-être un peu plus que 20%. Mais d'où vient exactement cette pratique ? Pour les historiens, contrairement à de nombreuses rumeurs, il n'y a aucun lien avéré entre Black Friday et vente d'esclaves. There's no historical connection between Black Friday and slavery. Aucune corrélation historique entre le Black Friday et l'esclavage. Le nom Black Friday vient d'une pratique des commerçants qui écrivent à l'encre noire quand ils font beaucoup d'argent, alors que quand ils en perdent, ils écrivent à l'encre rouge. Après Thanksgiving, il y avait beaucoup de ventes réalisées et de l'argent fait par les magasins avec les achats de Noël. Donc c'est pour ça qu'ils écrivaient en noir et qu'on parle de Black Friday. They always wrote it in black ink, and so that's how it came to be known as Black Friday. Une tradition commerciale qui a depuis dépassé les frontières américaines. Avec la Black Friday, les Martiniquais bénéficient maintenant d'une nouvelle période de chasse aux bonnes affaires. Économie toujours, Philippe Négouet, président de la Fédération des très petites entreprises de Martinique, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de l'anniversaire du groupement d'employeurs qui fête cette année ses 2 ans. Avant d'en parler avec vous, d'abord ce reportage signé Yoann Boulard. Voilà les nouveaux dossiers sur lesquels vous aurez à travailler. Rosita et Dominique collaborent depuis 2 ans. Cette chef d'entreprise est une adhérente de la première heure. Ce qui la séduit, la possibilité d'externaliser certaines tâches, comme le contrôle de conformité des dossiers ou la flexibilité de l'offre. Nous ne voulions pas mobiliser un de nos personnels sur ce travail ponctuel, parce que nous préférons laisser les compétences à l'accueil de nos clients. J'ai besoin de 2-3 heures, ils me les donnent. Si j'ai besoin davantage, on fait un avenant. Quand j'ai terminé ma mission, j'arrête sans préavis. Une souplesse rendue possible par le principe du temps partagé des salariés et par la mutualisation des fonctions au sein du groupement. Rosita est l'un de ses salariés mobiles. Elle met son savoir-faire au service de plusieurs entreprises. Quand j'interviens en extérieur chez l'adhérent, je vais déjà faire une petite audit, c'est-à-dire un état d'analyse pour voir quelles sont les problématiques rencontrées ou pas. Et en fonction de ça, on va reconvenir de rendez-vous. Ça fait un moment que ça durait cette histoire-là et moi je m'en sortais plus. Patron d'une entreprise de gestion immobilière, Philippe Delambre, au four et au moulin, peine à se tenir informé des évolutions juridiques. Le groupement d'employeurs, c'est pour lui la solution, notamment quant à la veille d'informations relatives aux subventions. Il y a encore peu de temps, j'ai embauché du monde. Je me suis rendu compte que finalement, j'aurais pu bénéficier d'aides. Alors bien entendu, j'embauche pas des gens pour avoir des aides. Mais si en effet j'y ai droit, ce serait dommage d'avoir une entreprise qui va avoir un impact alors qu'elle pourrait justement profiter d'aides auxquelles elle a juste droit. Tina est coiffeuse. Si elle maîtrise la chevelure de ses clients, les chiffres lui ont donné du fil à retordre. Issu d'une très mauvaise situation comptabilité, j'ai pu me retourner vers eux et c'est vraiment eux qui ont pu refaire, mais vraiment bien refaire la base de ma comptabilité. Accompagnatrice au sein de l'entité, Stéphanie intervient sur certains sujets épineux. Combien ils doivent au RSI, donc à savoir pourquoi souvent il y a beaucoup des sommes énormes, donc faire l'historique, donc vraiment les suivre. Le groupement fête sa seconde année d'existence. Aujourd'hui, il compte 60 adhérents contre 30 à sa création.
Alors Philippe Négoué, on vient de le voir concrètement à quoi sert le groupement des employeurs qui met à disposition des entreprises, des employés qualifiés pour des missions bien déterminées. Est-ce que cela est rentable, économiquement viable pour le groupement d'employeurs et pour les entreprises ? Alors effectivement, comme toute entreprise qui démarre ou toute organisation, nous approchons de notre point mort et nous espérons devenir rentable d'ici quelques mois. Mais il fallait construire le modèle économique parce que ce n'est pas évident. D'ailleurs, il y a eu des initiatives dans le passé qui n'ont pas tenu. Un groupement d'employeurs multisectoriels demande une exigence exceptionnelle. Alors vous vivez avec quoi ? Eh bien, pour l'instant, on vit en partie avec aussi des subventions. Nous sommes soutenus par la Caisse des dépôts, la CDC, et consignation, par l'État. Et nous espérons pouvoir être autonomes très rapidement, mais nous sommes en très très bonne voie. Alors vous prévoyez même des embauches dans les années à venir. Une autre question se pose, notamment pour les entreprises qui sont dans des secteurs très concurrentiels. Parfois, à la comptabilité, au secrétariat, on a accès à des informations assez confidentielles. Comment vous gérez cette problématique ? Nous avons une charte déontologique avec nos adhérents, nos membres. Le groupement leur appartient, donc il n'y a aucun intérêt de divulguer les informations de nos membres. Donc il y a une bonne entente en affaires avec les employés qui vont passer d'entreprise en entreprise. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Exactement. Alors, autre sujet d'actualité concernant la Fédération des très petites entreprises, ce sont les difficultés de financement, notamment auprès des banques. Vous avez un colloque qui commence la semaine prochaine. On le dit souvent, notamment pour les petites entreprises qui représentent 96% des entreprises martiniquaises. Est-ce qu'il y a toujours une difficulté à accéder au financement bancaire ? Bien sûr, malheureusement, on aurait voulu se passer d'un tel colloque. On doit reconnaître que nous avons avancé dans les délais. Les banques sont de plus en plus à l'écoute, mais c'est vrai qu'il reste du chemin à faire, car nous sommes sur un territoire extrêmement difficile, donc sur un micro-marché. Nous avons besoin de réactivité, parce que souvent, une réponse tardive peut emmener une entreprise à la cessation de paiement, donc à la liquidation. Donc nous avons de gros enjeux et nous espérons encore rapprocher les deux mondes, le monde bancaire et le monde de la TPE, pour pouvoir encore optimiser, améliorer, j'ai envie de dire, le process d'exploitation, le cycle d'exploitation, et aller de l'avant et développer notre territoire, puisque c'est ça en réalité le fond. Sans financement, pas de développement. Donc, il nous faut absolument avancer. Alors, le financement qui est demandé par les FTPE, est-ce que c'est pour de la trésorerie ou pour des investissements ? C'est les deux, on a besoin des deux. Lorsqu'une entreprise atteint un paiement d'une collectivité qui tarde, eh bien, il est important d'avoir le soutien bancaire, de pouvoir avoir une avance de trésorerie, de pouvoir nantir un marché, par exemple, et de pouvoir ne serait-ce que dialoguer et avoir l'empathie et l'écoute de sa banque pour pouvoir passer cette difficulté qui arrive tous les jours au quotidien. Ça fait partie de la vie des affaires, j'ai envie de dire. Alors lundi, lors de ce colloque, quels seront vos interlocuteurs et comment vous allez les convaincre? Est-ce que vous avez des patrons de banques? Ah bien sûr, nous avons pas mal de banques avec nous, la BNP, la BRED qui nous soutiennent d'ailleurs depuis la première édition, la Poste, le Crédit Mutuel, nous avons aussi des assureurs, nous avons aussi des organisations institutionnelles comme la BPI, la CDC, la Chambre de commerce qui nous rejoint cette année et qui est un partenaire très très fort pour cette édition puisqu'on a intégré la reprise d'entreprise qui est aussi une problématique. Lorsqu'on reprend une entreprise, on a besoin de financement. Donc cette année, nous attendons aussi des invités du Canada et d'Haïti. Nous aurons une troisième édition exceptionnelle. J'invite tous les porteurs de projets, les chefs d'entreprise à venir dialoguer, négocier avec tous les acteurs et les partenaires présents lundi. Donc l'événement commence à 13h30 jusqu'à 20h avec pas mal d'ateliers sur les différentes possibilités, l'ingénierie financière, la reprise d'entreprise. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, appelle ce colloque lundi. Merci Philippe Négoué. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des très petites entreprises.
Merci à vous. Restez avec nous à suivre dans votre journal. Nous ferons le point sur les grands rendez-vous sportifs de ce week-end avec l'agenda sport et notamment le semi-marathon de Fort-de-France. Et puis vous découvrirez la plaque dévoilée ce matin à l'occasion de la dénomination d'un collège au nom de Victor Anicette, nom d'un artiste et peintre martiniquais. Et puis le JT des communes rend hommage ce soir à Jean-Philippe Tauze, le créateur du jardin de Balata, disparu hier à l'âge de 76 ans. Le sport donc, mais d'abord le livre blanc remis ce matin par les services de la CTM, près de 400 pages qui donnent des préconisations pour développer le sport martiniquais, issu des assises du sport qui s'étaient tenues l'année dernière. Les précisions recueillies par José Le Chertier. Ce livre blanc du sport martiniquais que nous vous présentons aujourd'hui est donc bien plus que le fruit de cette réflexion prospective. Il est l'expression d'une ambition collective pour le développement de la pratique sportive en vue de soumettre, de permettre de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le territoire. 388 pages, 18 thèmes abordés. Pour la CTM, ce livre blanc est la feuille de route de sa politique sportive. Il y a un plan qui a été défini et ce plan sera respecté, la programmation sera réalisée petit à petit. Mais je répète, non seulement la collectivité territoriale de Martinique fait un effort gigantesque, mais nous disons et nous répétons que dans cette affaire-là, la France aussi doit faire un effort de compréhension. Il y va de l'intérêt de la France et de l'Europe. Parmi les 18 orientations stratégiques, 11 seront traitées en priorité. Le deuxième point a parlé du handisport et du fait que la CTM compte nous soutenir dans notre développement. Et c'est vraiment une belle surprise, agréable surprise. Ça veut dire que nous avons été entendus. On voit qu'aujourd'hui, les sports mécaniques commencent à être considérés. C'est vrai que nous avons une particularité. Nous sommes sport mécanique et nous sommes également sport nautique. Donc nous n'avons pas encore véritablement trouvé notre place, je pense, au travers des différents thèmes qui ont été posés. Ce qui m'interpelle justement concernant cet échange, c'est surtout au niveau du judo que les arts martiaux ne sont pas oubliés. Donc nous aurons enfin le haut lieu du sport au niveau des arts martiaux, donc ce qui nous permettra en tout cas de développer toutes les facettes de notre discipline. Toutes les filières sportives en Martinique sont en souffrance. Les acteurs de terrain comptent avant tout sur la remise en état des infrastructures. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Nous avons besoin de relancer des activités, de relancer des structures. Il y a des endroits où il y avait un club de voile il y a très longtemps, mais il n'y a plus rien maintenant. Donc il y a vraiment un gros travail de restructuration. Nous avons des pistes à réparer, à faire refaire au Lamentin, à Rivière-Pilote, à Trinité, au Morne-Rouge. On a plein de pistes à refaire. Pour nous, le point important, c'est la mise au service du public des infrastructures scolaires. Donc si on arrive effectivement à mettre en place cet axe stratégique, je pense qu'il y aura des opportunités pour pratiquer la gymnastique. S'il cristallise beaucoup d'espoir, ce livre blanc pourrait-il être une paperasse de plus? Pas selon la CTM qui entend bien sûr suivre les choses de près. Pour pouvoir maintenir le cap, on a mis en place un comité de suivi et d'évaluation, de manière à évaluer les politiques publiques pour savoir si les recommandations contenues dans le livre blanc ont été effectivement atteintes. Pour 2017, le budget sport de la CTM avoisine les 10,5 millions d'euros. De participation. Voilà pour la présentation de ce livre blanc qui a été faite hier soir. Ce week-end, les participants du semi-marathon de Fort-de-France vont inaugurer le nouveau parcours de la compétition. C'est l'un des rendez-vous marquants de l'actualité sportive du week-end. Avant-goût avec l'agenda sport de Carrie Chassol. Le temps fort de ce week-end, c'est la 33e édition du semi-marathon de Fort-de-France. Il aura lieu dimanche à partir de 6 h sur un parcours quelque peu modifié dans les artères de la capitale. Au bout des 21 km 100, on connaîtra le successeur de Jean Damascène, vainqueur l'an dernier. Au programme également de cette fête de l'athlétisme, le Jouvet, qui cette année ne fait plus que 4 km et demi, départ 5h50. Après la pagaie des Mapipi, les Babyoles seront dimanche au Vauclin. C'est ce plan d'eau qui servira de cadre à la première journée du championnat. La première course est prévue à 10 h.
Sport collectif, en basket, la Gauloise chez les filles et le Golden Lion au masculin sont en Guyane. Ils représenteront demain la Martinique pour les finales interrégionales de la Coupe de France. La Gauloise sera face à l'USC Namari et le Golden Lion affrontera l'ASC Tours. Dans le même temps, en Martinique, on joue la 6e journée du championnat de National 3. Chez les femmes, un match au programme demain 18h et chez les hommes, 2 rencontres auront lieu demain 20h. En handball féminin, pratiquement toutes les rencontres de la 7e journée du championnat de pré-national se jouent ce soir 20h. USC Citron TS Franciscain à Corridon, Réveil Sportif Aiglon au Gaumorne, Étoile de Gondou entente AS Mondezès Gauloise au Palais des Sports du Lamentin et RC Lorrain UJ Redoute au Lorrain. Une rencontre refermera cette journée dimanche. Chez les hommes également, 4 matchs sont prévus ce soir 21h30. ASC Ducos Éveil de Carabin au Palladium de Sainte-Marie, USC Citron TS Franciscain à Corridon, Réveil Sportif ASC Dillon-Doubout au Gaumorne et Étoile de Gondou Gauloise au Palais des Sports du Lamentin. Demain, une rencontre referme cette 7e journée de pré-national. En volleyball féminin, la 7e journée du championnat d'excellence débutée hier se poursuit demain 19h par 2 matchs. Chez les hommes, elle débute ce soir 19h30 par la rencontre Paul Espoir et se poursuivra demain et dimanche. En football, la 9e journée du championnat de Régional 1 débute ce soir 20h par 4 matchs. Aiglon Golden Star au Lamentin, Good Luck JS Eucalyptus à Pierre-à-Liquère, le choc New Star RC Rivière Pilote à Ducos et le derby joséphin Golden Lion RC Saint-Joseph à Saint-Joseph. Cette 9e journée se poursuivra demain 15h30 par 3 matchs, dont l'affiche Club franciscain Club colonial. Chez les femmes, la 7e journée du championnat sera marquée par le Classico demain à Saint-Joseph. 2 rencontres sont prévues demain 19h et une dimanche 15h30. Sport en bref pour conclure, en tennis de table, la 7e journée du championnat par équipe aura lieu demain. C'est aussi un peu du sport, les cantiques de Noël, et aujourd'hui les aficionados se sont levés très tôt à l'occasion du cantique Joue Ouvet qui s'est déroulé dans un centre commercial animé par le groupe Noël, par le groupe Racine Noël, le reportage de Camille Joseph et de Philippe Donini. Donner de la voix dès 4 heures du matin, ceux qui ont choisi de se lever aux aurores ont tous une bonne raison. À 4 heures, c'est assez original en Martinique et c'est assez frais. Donc du coup, je suis venue m'amuser et voilà. La fraîcheur, l'ambiance, l'animation est différente, je trouve. C'est la première fois, on est venu faire un petit tour pour voir comment ça se passe. Mais sinon, ça va, c'est convivial, c'est assez chaud. Je travaille à 7 heures, je préfère venir m'amuser après aller travailler. C'est ma copine qui m'a dit viens voir. C'est la première fois que je le fais et je ne suis pas déçue. Franchement, c'est bien. Un cantique revisité et des adaptations à partir de rythmes variés. C'est aussi l'occasion de faire passer des messages. Aujourd'hui, c'est Racine Noël qui assure l'ambiance. Et l'heure matinale n'entame en rien la motivation du groupe. Noël démarre à 9h au soir, normalement c'est jour ouvert, dans tout en Baboise, la campagne, Noël c'est l'heure, 4h du matin, on commence à jeter Noël, nous allons dire est-ce que nous allons fatiguer, pas fatiguer. Avant d'entamer une journée sans doute chargée, les participants ont repris des forces, toujours dans la bonne humeur. Voilà pour cette bonne humeur qui nous amène à notre JT des communes.
Votre JT des communes avec d'abord cet hommage rendu aujourd'hui à Victor Anisset, mis à l'honneur, artiste peintre, plasticien et céramiste né en 1938. Il a laissé son nom au lycée polyvalent du numérique, du design et de l'art appliqué de Saint-Pierre. Un bel hommage pour cet homme très discret. Écoutez sa réaction recueillie par Loïc Régis. Je suis heureux, mais pas... C'est pas fier, c'est pas... La fierté, c'est quelque chose qui est assez terrible. Tu vois, être fier parce qu'on met tout là. Non, là, par contre, je suis heureux que les gens aient pris cette décision. Et à l'intérieur de moi-même, je suis profondément heureux. C'est pourquoi j'ai insisté comme ça, j'ai appuyé là-dessus. Et c'est pas une question de fierté. Tu comprends? On n'a pas travaillé pour ça. On s'est retrouvé là. Tu comprends? Je me suis retrouvé. Mais c'est par mon travail permanent, c'est tous les jours. Tu vois, depuis l'âge de 7 ans, je suis avec de l'argile. Tu vois? Et c'est ça qui est important. Un autre hommage dans votre JT des communes, celui à Jean-Philippe Toz, le créateur du jardin de Balata, disparu hier à l'âge de 76 ans. Hubert Bornil avait pu le rencontrer sur son lieu privilégié au mois de juin dernier. Regardez le reportage. Vraiment, si on ne l'a pas fait, on ne peut pas imaginer la sensation que l'on éprouve à plus de 10 mètres de haut dans les filets au jardin de Balata, dans cette luxuriance. Et juste là, regardez, la baie de Fort-de-France. Le jardin de Balata ou le jardin d'un artiste. En tout cas, même si le temps a passé, le lieu a su conserver son charme authentique. Ici, tout n'est que beauté, harmonie, et tant pis si le temps n'est pas de la partie. D'ailleurs, c'est précisément dans cette ambiance que les couleurs se révèlent. Les jours ouverts, l'homme est fini clair, pipi vite chanter mon vini blé. Les jours ouverts, l'homme est fini clair. C'est l'île aux fleurs, donc ça représente bien notre île. Avec la pluie, on a deux décors différents. Quand il y a soleil, il n'y a pas soleil, il faut voir, il faut. Les parterres de fleurs sont magnifiques. C'est des fleurs aussi qu'on ne voit pas, nous, en métropole. C'est très verdoyant, c'est luxuriant, c'est des couleurs magnifiques. Balisier, broméliacées d'Amérique du Sud, roses de porcelaine, héliconia ou anthurium, le jardin de Balata n'est pas un jardin botanique. C'est un jardin d'ambiance, pour reprendre les propos même de son créateur, M. Toz. Au départ, c'était une maison qui avait été quasiment abandonnée à la suite d'un cyclone. Et moi, je faisais des fleurs ici. Et bon, écœuré, les 2 cyclones sont passés. J'ai abandonné, ça appartenait à ma mère. Et c'est resté 10 ans sans que personne n'y mette les pieds. Le site qui enregistre plus de 100 000 visiteurs par an a tout de même connu des moments difficiles. Le cyclone Dean fut une dure épreuve. Heureusement, Dame Nature sait toujours rebondir. La remontée était très difficile, donc le jardin a été repris en 2009 et une nouvelle dynamique a été insufflée. Et donc de cette dynamique sont nées les passerelles que nous avons aujourd'hui, qui sont une activité nouvelle et qui permettent à la clientèle de faire une visite aérienne du jardin de Balata, mais aussi de découvrir toute la baie de Fort-de-France, les pitons du Quimbay. Vous l'avez sans doute remarqué, même par temps pluvieux, la visite du jardin de Balata s'impose. Voilà pour cette visite réalisée en mai 2016. Donc, je vous rappelle la disparition de Jean-Philippe Toz. Restez avec nous, la suite de votre tranche info avec votre rendez-vous entier PIA. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.